investissement réalisé et quel est celui qui doit être rentable. Quel investissement réalisé, quel est celui qui doit être rentable. À la base, une définition très simple. Un investissement est considéré rentable si les recettes qu'elle génère sont supérieures aux dépenses. Ce qui veut dire à I0, à l'investissement initial. Ça, c'est le B.A.B.A. Donc, tu as ton argent, tu veux l'investir dans une entreprise ou tu veux l'investir dans une activité, n'importe laquelle, c'est de savoir entre deux ou plusieurs activités que tu as le choix d'investir, c'est de savoir où est-ce qu'il faut mettre ton argent. Parce qu'il faut juger en termes de financier. Comment financer cet investissement? Comment le financer? Il y a des critères d'appréciation. Il y a des critères d'appréciation qui permettent non seulement de déterminer l'opportunité de l'investissement en lui-même, mais aussi de choisir et de comparer plusieurs projets. Voilà. Et les critères d'appréciation, il y en a plusieurs qui te permettent de faire une étude, c'est-à-dire une synthèse entre toutes les caractéristiques du projet, mais également de pouvoir donner à n'importe quel investissement, c'est-à-dire entre les deux investissements, que tu puisses faire une étude directe et avoir un résultat. Donc les calculs sont très simples à ce niveau. Le premier facteur aussi, l'autre facteur, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui affectent un investissement. Il y a beaucoup d'autres facteurs, à part le facteur risque qu'on a étudié au départ, qui aussi affectent un investissement. Quand on va citer juste après, mais il y a d'autres investissements, même s'ils ne sont pas rentables, on peut les réaliser. Ce sont des investissements de prestige, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, cet investissement pose assez de problèmes. Lorsqu'il s'agit des investissements sociaux, humains, politiques, des conditions de sécurité et de prestige et des enjeux souvent stratégiques, nous avons dans ce cadre des projets qu'il faut forcément réaliser, même s'ils ne sont pas rentables, parce qu'il y a un élément fondamental qui est l'étude d'impact. Voir ex ante et ensuite post ante, c'est que avant et après. Ça veut dire qu'il y a c'est-à-dire une très forte capacité de réalisation d'un projet, même s'il ne sont pas rentable, lorsqu'on a des difficultés à mesurer la rentabilité du projet, ou lorsqu'on pense que le projet a un impact social, qu'il est un impact, c'est-à-dire qu'il est un projet à fort impact social. Mais tout ça, ça part d'un élément fondamental, c'est l'investissement initial qui est souvent appelé le I0. Le I0, en l'investissement, nous produisons des flux nets de trésorerie. C'est des cash flows, des dépenses à l'avenir. Ils peuvent être représentés également par des échéances. Voilà. Et les difficultés le plus souvent que posent ces cash flows, c'est parce que l'un des éléments, d'abord, ils ont le caractère futur, ils ont également le caractère incertain et ils sont associés à plusieurs risques pour la réalisation de cet investissement. Et par simplification, par exemple, tous les projets de développement. Donc, c'est-à-dire, c'est parce que nous pensons que, d'abord, au-delà des projets de développement, nous sommes à l'avenir certains parce que nous pensons que toutes les recettes et toutes les dépenses qui seront réalisées sont certaines. Elles sont probables, nous sommes sûrs de les avoir, nous sommes sûrs de les avoir comme résultat. C'est pourquoi nous investissons dans ce sens. Salut, c'est le salon. Le chargeur. Voilà. Donc, il s'agit de critères de choix des investissements qui ne tiennent pas compte de la chronologie. Voilà. Maintenant, l'un des éléments, c'est de voir effectivement dans ces choix des investissements, il y a des critères, il y en a plusieurs dont j'avais développé tout au départ. Nous allons revenir sur ça en cherchant à savoir quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser tel ou tel critère selon, n'est-ce pas, les critères d'appréciation des projets au départ, qu'ils soient indépendants, qu'ils soient concurrents, qu'ils soient complémentaires ou exclusifs. D'accord? Voilà. Donc, il s'agit du délai de récupération. C'est un peu ce qu'on appelle du payback period. Le délai de récupération, il est très simple à calculer. L'utilisation consiste à déterminer la durée de récupération, de rentabilité de l'investissement initial, ce qui veut dire l'investissement initial que vous avez donné tout au départ, en combien de temps vous allez récupérer cet investissement. Donc, ce qui veut dire la méthode est un investissement pour être rentable, doit être récupéré dans un délai. Ce qui veut dire pour qu'un projet
soit rentable, il faut qu'il soit, n'est-ce pas, récupérable dans un délai court. Donc cette définition, regardez, hein, donc le délai de récupération est le temps par définition pour que l'accumulation des recettes générées par l'investissement, n'est-ce pas, et permette de récupérer le montant investi. Et pour le calculer, il suffit de cumuler. Il suffit de cumuler l'ensemble des recettes, année après année, jusqu'à atteindre le montant de la dépense initiale. Ce qui veut dire, lorsque tu as 2 millions sur chaque année, la première année, tu as 2 millions, la troisième année, tu as 3 millions, n'est-ce pas, la quatrième année, tu as 5 millions, ce qui te fait déjà 2, ça fait 4, 5. Si tu as un montant de 10 millions investi, n'est-ce pas, il faudra ajouter 1 million pour être... Voilà. Voilà, donc, ce délai, il est important. On peut le déterminer de façon très simple, en faisant le cumul des flux. On peut le récupérer également en faisant, par exemple, de l'extrapolation linéaire. Lorsque nous faisons l'extrapolation linéaire, nous passons par les différents cumuls pour déterminer le nombre d'années, le nombre de mois et le nombre de jours. Et ce critère, il est important parce que je vous ai dit, plus le délai il est court, mieux c'est. Dans des zones extrêmement risquées, dans des projets dont le risque est très élevé, il faudra miser d'abord sur le délai de récupération. Plus il est court, vous pouvez vous investir. Plus il est long, évitez carrément l'investissement. N'y mettez pas notre argent. D'accord. Donc, la limite de ce délai, c'est d'abord... Voilà, vous pouvez venir. Oui, ça va. Donc, il y a des limites, forcément des limites de ce délai. C'est parce qu'il ne prend pas d'abord la valeur du temps. Il suppose qu'une somme investie aujourd'hui est égale à la même somme dans 10 ans, dans 13 ans, dans 14 ans. Ce qui n'est pas possible parce que vous savez que dans la fonction de la monnaie, excusez-moi, dans les différentes fonctions de la monnaie, il y a la fonction des réserves de valeur qui est le plus souvent mise en cause par l'inflation. Parce que lorsque l'inflation n'est pas maîtrisée dans un pays, n'est-ce pas, la fonction des réserves de valeur ne peut pas marcher. C'est qu'on ne peut pas dire que 10 millions de 2020 est égal carrément à 10 millions, 15 millions de 2025. C'est pourquoi la parité elle est importante pour moi. Je ne vais pas m'aventurer dans ça, mais je pense qu'il faut en tout cas maintenir cette parité, n'est-ce pas, pour garantir un certain nombre d'investissements en termes financiers. Voilà. Donc, elle ne mesure pas la rentabilité, mais le risque du projet d'investissement. Donc, c'est ça un peu le critère du délai de récupération. Mais l'autre élément, c'est toujours ce délai, parce que lorsque vous pensez que il est important, il vient en appui. Juste après ce délai, vous avez l'autre élément fondamental qui vient en appui. C'est le taux de rendement comptable. Le taux de rendement comptable, c'est le TRC. Souvent, il est appelé le taux de rendement comptable. On peut également l'appeler le taux moyen comptable. N'est-ce pas? Il est également très facile à calculer parce qu'il s'agit de faire la somme des bénéfices moyens. N'est-ce pas? C'est la somme des bénéfices moyens vous divisez par l'investissement. Il est important parce que souvent le club des investisseurs ou les sociétés d'investissement exigent ou travaillent sur un seuil, un taux minimum auquel il ne faut pas dépasser carrément. Lorsque vous avez 2 ou plusieurs projets à réaliser, vous pouvez également, n'est-ce pas, calculer un taux de rendement comptable, prendre le projet qui a le TRC le plus élevé. C'est-à-dire, supposons que vous avez un projet A, B et C, et que chaque projet présente un taux de rendement comptable. Le premier présente 25, l'autre présente 30, l'autre présente 40. Donc, il est conseillé, n'est-ce pas, en investissement, dans ce cadre, de choisir le projet qui a le taux de rendement comptable le plus élevé. Voilà. Donc, le taux de rendement comptable vient en appui au délai de récupération, n'est-ce pas, des capitaux investis. Voilà. Tous ces éléments-là ont des insuffisances notoires parce qu'ils ne prennent pas en compte la valeur du temps. Donc, le TRC a beaucoup de limites. C'est parce que non seulement il ne prend pas en compte la valeur du temps, mais également, en le calculant, on utilise le plus souvent des données comptables. Des données comptables. Et vous savez, on sait déjà que les données comptables ne sont pas des flux de liquidité. Voilà.
ce ne sont pas des flux de liquidité, n'est-ce pas? Les données comptables ne sont pas des flux de liquidité. Donc, c'est ce qui donne, n'est-ce pas? En tout cas, ce qui fait que le taux de rendement comptable est discutable. Voilà. Ok. Je ne vois plus le direct. Pourquoi? Ok. Ok. Donc, ensuite, après le taux de rendement comptable, on va venir sur les critères les plus intéressants qui prennent la valeur du temps, notamment la valeur actuelle nette, qui est aussi un critère fondamental, n'est-ce pas? Il s'agit de déterminer, parce que la valeur actuelle nette suppose que montant investi présent aujourd'hui est préférable au même montant, n'est-ce pas, dans plusieurs années ou plus tard. Voilà. Ok. Voilà. Donc, cette valeur actuelle nette, elle est aussi intéressante parce qu'elle vous permet d'évaluer, n'est-ce pas, en ramenant les flux futurs aujourd'hui. C'est-à-dire les flux que vous deviez avoir demain ou trois, vous pouvez les ramener aujourd'hui pour évaluer la valeur, comprendre effectivement est-ce que le projet est rentable. Et là, elle est utilisée lorsque vous avez plusieurs projets. Si vous avez 2 ou 3 projets, vous calculez la vente. Elle est très simple à calculer. C'est la somme des cash flows. La somme des cash flows. C'est la somme des flux nets de trésorerie que vous avez au-dessus de vos comptes de résultats. N'est-ce pas? Cette somme, c'est de I allant de 1 jusqu'à N. Les flux nets de trésorerie, le tout sur I, sur 1 plus I à la puissance N. Voilà. Donc, très facile à calculer parce qu'on connaît les flux de trésorerie de chaque année, on connaît également le taux d'actualisation. Et puis là, il faudra ramener ce montant-là pour le comparer à plusieurs autres ventes. Donc, lorsque vous avez un projet dont la vente est positive, vous choisissez le projet dont la vente est positive et plus élevée. Lorsque les projets sont concurrents et qu'ils visent le même objectif qu'au départ, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, il faudra choisir la vente la plus élevée. Donc, l'autre élément important, cette vente, lorsque les projets, vous pensez les réaliser et qu'il n'y ait pas de contraintes budgétaires, il est également possible de réaliser tous les projets dont la vente est positive. D'accord? Alpha, est-ce que tu m'entends? Voilà. La vente a des limites. Elle a des limites parce qu'elle permet, elle ne prend pas en compte les questions de retard, les questions de suspension de projet et beaucoup d'autres risques qui peuvent survenir lors de la réalisation du projet. Donc, ce qui veut dire, vous avez la vente qui suppose que 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans, les flux qui sont là sont certains, ils sont probables de réalisation. Et quand vous calculez la vente vous dit que le projet est rentable. Et que supposons qu'après 1 année, 2 ans, le projet soit suspendu pour faute de grève ou pour cause de pandémie Covid-19. Donc, ce qui veut dire toutes les ventes qui ont été calculées à l'époque étaient fausses parce que les ventes n'avaient pas pris carrément, n'est-ce pas, les crises, n'est-ce pas, qui pouvaient survenir durant la réalisation du projet. Voilà. L'autre élément, c'est l'indice de profitabilité qui vient en appui. Pourquoi l'indice de profitabilité? Parce que la vente également a un autre inconvénient. Vous pouvez avoir 2 projets avec des investissements initiaux différents. Vous calculez les ventes. Vous trouvez que les ventes sont toutes positives. Et en termes de réalisation, souvent, vous avez des difficultés à trancher. Et l'indice de profitabilité vient en appui parce qu'elle vous aide à savoir sur 1 franc investi, vous gagnez combien. Donc, généralement, et ce qui est dans la norme, c'est que quand la vente est positive, automatiquement, votre indice de profitabilité est positif. Quand la vente est négative, l'indice de profitabilité est négatif. Donc, comme je l'ai dit tout au départ, la vente, quand elle est positive, on choisit. Quand elle est négative, on rejette. Parce que c'est un élément de rejet et de sélection. Quand la vente est égale à 0, c'est qu'on est indifférent. On a le choix d'investir ou de ne pas investir.
et à les renforcer, n'est-ce pas, par l'indice de profitabilité qui nous donne non seulement la possibilité, n'est-ce pas, d'évaluer et de savoir sur tel nombre investi nous gagnons combien. Voilà. Ensuite, l'autre élément fondamental, c'est le tri, le taux interne de rentabilité, comparé au taux du marché. Le taux interne de rentabilité, c'est le taux qui annule la vente. Lorsque la vente est égale à 0, n'est-ce pas, vous avez votre taux de rentabilité. Souvent, c'est la somme de I allant de 1, flux net de trésorerie, les flux nets de trésorerie, le tout sur M plus le tir, n'est-ce pas, à la puissance N. Vous faites votre extrapolation linéaire en utilisant les différentes flux nets de trésorerie, n'est-ce pas, vous déterminez votre tir. Le tir, il est compris le plus souvent entre le taux inférieur et le taux supérieur. Donc, plus le tir est supérieur au taux du marché, nous sélectionnons. Quand le tir est inférieur, nous ne sélectionnons pas et nous rejetons. Voilà, donc c'est un rejet, tout simplement. Alors, en termes de financement, il y a plusieurs modes de financement. Vous pouvez passer par le financement bancaire. Vous pouvez également vous faire financer par les marchés financiers, notamment la finance directe. Hein. Donc là, c'est la finance des intermédiaires. Et quand vous passez par une institution bancaire, là, vous êtes carrément dans la finance indirecte. Parce qu'il y a au moins l'élément intermédiaire qui est souvent entre vous et votre bailleur de fonds. Voilà. Oui, d'accord. Mais vous passez par une classification. D'abord, est-ce que, comme je l'ai dit tout au départ, les investissements, il faudra d'abord faire une typologie par fonction et par nature. Par fonction, est-ce que c'est des investissements de renouvellement? Vous voulez changer une machine qui souvent dans la catégorie des investissements technologiques. Est-ce que c'est des investissements d'augmentation de capacité ou de production parce que vous voulez conquérir d'autres marchés ou bien vous voulez créer d'autres domaines d'activité? Voilà. Il faudra au préalable faire une étude de marché, une étude de faisabilité, une étude de marché, voir effectivement est-ce que la demande existe. Quand la demande existe, en ce moment, il faut se lancer. Voilà. Cette demande effective, c'est celle-là qu'il faut aller chercher à travers, n'est-ce pas, vos études. Il y a également les investissements stratégiques. Hein. Ce sont des investissements de recherche et développement, des investissements en tout cas sociaux. Souvent, les entreprises font du marketing social, n'est-ce pas? Elles cherchent à faire, à travers leur ONG, à faire la promotion de tel ou tel secteur. Et voilà. Donc, dans ce cadre également, elles font des investissements. Tout ça, ce sont des investissements qui souvent, la rentabilité n'est pas mesurable maintenant, mais qui ont des effets à long terme. Donc, on peut investir même si on a des vannes négatives et tout. Voilà. Souvent, c'est des investissements qu'on ne peut pas évaluer maintenant, qu'on peut attendre plusieurs années, n'est-ce pas, pour avoir les résultats. Dans le Doing Business, il y a tous les pays. Tous les pays aujourd'hui sont classés. Voilà. Souvent, les investisseurs peuvent également se référer sur le Doing Business pour aller ou investir dans tel ou tel pays. Quand ils pensent que vous n'êtes pas bien classé dans le Doing Business, parce qu'il y a des critères fondamentaux souvent qui sont utilisés, qui sont étudiés pour chaque pays. Donc, c'est un peu l'indice d'évaluation, n'est-ce pas, du climat des affaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures dans les pays, n'est-ce pas, qui y travaillent, en tout cas qui fournissent assez d'efforts dans le cadre de l'amélioration des affaires. Ouais. D'accord.
D'accord. Ouais. Bon, oui, il faut faire un business plan. Est-ce que le business plan il est bancable? C'est quand il, en tout cas, donne fort espoir de réalisation de profil. Voilà. Est-ce que les montants que vous allez injecter dans votre projet seront rentables? C'est ça. Le banquier, il pense à cela. Les flux nets de trésorerie, tu les as à ton compte de résultat. Voilà. Pour chaque année, ce sont ces flux, il faut évaluer pour connaître effectivement c'est quoi ton taux de rentabilité, disons c'est quoi ta vente, ainsi de suite. Ok. Pour poser vos questions, il faut les poser directement sur la page. Directement sur la page, c'est mieux. Comme ça pour que les autres puissent lire aussi. En avenir incertain, ce qui est utilisé, c'est les méthodes probabilistes. C'est la méthode des arbres à décision. Donc voilà, la théorie des jeux, les méthodes de Schwartz et d'Orvich, ce qu'on ne peut pas développer ici. Hein. Souvent, c'est des calculs. Voilà. On est en avenir certain parce qu'on est sûr que les recettes et les dépenses engagées sont probables. C'est pourquoi on évolue, on dit qu'on est en avenir certain. Voilà. Vos questions, vous les posez directement sur la page. Alpha, il faut aller sur la page. Oui, nous avons plusieurs startups qui naissent et qui tardent toujours à avoir du financement ou un investisseur. À votre avis, quelle est la cause principale? Ben, oui, c'est important parce qu'il faut dire que même quand on a des startups et qu'on soit dans un pays très risqué, n'est-ce pas, il serait difficile pour les bailleurs de fonds, n'est-ce pas, d'injecter leur argent dans ces économies ou dans ces startups. Voilà. Donc, la solution, comme je l'ai dit, c'est de chercher à se faire financer en utilisant le financement alternatif, notamment le financement par capital risque. N'est-ce pas? Il y a les méthodes de capital amorçage, souvent c'est le capital investissement. Aujourd'hui, à travers le monde, notamment au Kenya et un peu partout en Afrique, il y a aujourd'hui des centres d'incubation qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Mais il est très difficile aussi d'injecter son argent dans un pays où le risque est énorme. Voilà. Voilà, donc tout part souvent de la pub. Qu'est-ce que l'État est en train de faire en termes d'efforts pour quand même stabiliser le pays? Voilà, quand le pays n'est pas stabilisé, il serait très difficile pour les investisseurs, n'est-ce pas, les agents à capacité de financement de venir et d'accompagner, n'est-ce pas, les jeunes entrepreneurs dans ce pays-là. Voilà. Donc, la PIP, normalement, qui est l'agence de promotion des investissements, devrait s'atteler à cette question, n'est-ce pas, de chercher à savoir pourquoi les startups, n'est-ce pas, créées par les Guinéens ne sont pas financées. Voilà, pourquoi vous tardez encore à décoller.
Voilà. Sinon, pour les startups, vraiment, il y a des centres d'incubation. Je crois qu'en Guinée, il y en a plusieurs. En Afrique, surtout dans les parties anglophones, il y a beaucoup de centres d'incubation aujourd'hui qui font de l'accompagnement, n'est-ce pas, aux jeunes entrepreneurs, voilà, qui cherchent à financer les startups les plus innovants. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une compétition qui est actuellement en cours à Conakry pour les jeunes qui s'engagent dans la lutte contre le coronavirus. Voilà. Très bien. Très bien. Oui. Posez vos questions sur la page directement. Oui, un investissement, c'est une opération par laquelle une entreprise affecte. Déjà, une entreprise, c'est une entité qui a des moyens matériels, financiers, humains, qui produit des biens destinés à la vente. Maintenant, lorsque cette entreprise affecte des ressources à tel ou tel projet, que ce soit un projet commercial, industriel ou financier, dans l'espoir d'en tirer des revenus sur une durée certaine, voilà, là, il s'agit d'un investissement. Mais l'investir réellement consiste à échanger une dépense actuelle, une dépense présente, qui présente des caractères certains contre des bénéfices futurs, des bénéfices incertains. Voilà. Tu penses à des bénéfices, tu t'attends à des bénéfices, mais dont tu es sûr, dont tu n'es pas sûr de la réalisation. Voilà. Donc c'est pourquoi on dit qu'investir est souvent, n'est-ce pas, un pari sur l'avenir. Maintenant, toi, dans le cadre de ton start-up, aujourd'hui, tu devrais faire des études de faisabilité, faire une étude de marché, voir est-ce que l'application ou les produits que tu veux mettre sur le marché sont demandés par les Guinéens, et ainsi de suite, avant de t'y lancer. Parce que le business plan, il résout tout ce problème-là. Hein? Voilà, l'identification du marché. Voilà, et également en termes de rentabilité, qu'est-ce que l'investisseur doit s'attendre? L'investissement de renouvellement, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. L'investissement de renouvellement, c'est fait dans des entreprises qui ont existé et qui veulent renouveler ou renouveler leur matériel ou c'est-à-dire changer de personnel ou maintenir et changer le potentiel qu'ils avaient avant. Donc, soit ils achètent des équipements neufs, ils cherchent à agrandir leur activité. Mais une nouvelle entreprise ne peut pas parler pour le moment, n'est-ce pas, d'un investissement de renouvellement. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres éléments, c'est les investissements de productivité, de modernisation en utilisant des outils plus rationnels. Quand vous pensez que telle ou telle machine que vous avez au départ était plus productive ou elle consommait plus d'électricité, vous pouvez la changer en vous acquérant, c'est-à-dire en achetant une nouvelle machine plus rationnelle, qui produit plus mais qui consomme, n'est-ce pas, moins. Donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle de la rationalisation. C'est exactement la même chose. D'autres placent cela dans le cadre des investissements technologiques. Il y a également les opérations d'investissement. Ok. Bon, je crois que il y a un problème. Bamba, il y a des étudiants, des collègues qui veulent intervenir, mais ils n'arrivent pas à poser des questions directement sur la page. Ils m'envoient des messages directement. Je ne sais pas comment on fait ça. Donc, ce qui veut dire, lorsque vous faites un investissement d'expansion ou de capacité, ceci est lié à la croissance de votre entreprise.
Vous lancez une start-up, vous avez grandi, vous voulez grandir, vous voulez continuer. Vous pensez que le marché est en train de s'agrandir autour de vous. Ou vous voulez attaquer d'autres domaines, vous voulez avoir des tentacules dans d'autres zones. Là, vous faites un investissement d'expansion ou de capacité. Voilà, ceci consiste, je dis bien, à développer votre productivité et la commercialisation des produits existants. Ou encore, ça vous permet également de faire une diversification de vos offres sur le marché. C'est ça, voilà. Voilà. Oui, mais là, c'est la typologie. On était dans les investissements technologiques. En termes d'investissement stratégique, ça tourne autour de la stratégie de l'entreprise. Est-ce que c'est des dépenses de recherche et développement? Dans les opérations comptables, ce sont souvent des investissements invisibles que les comptables appellent le plus souvent actifs incorporels, n'est-ce pas? Placés au niveau du bilan dans la classe 2. Voilà. Pourquoi vous faites des investissements de recherche et développement? Oui, vous les faites au départ lorsque vous lancez un produit, lorsque vous lancez une entreprise, ou bien, non, j'existe déjà, j'ai fait 2, 3 ans, 4 ans sur le marché, je veux lancer un nouveau produit ou je veux faire une modification de prix ou de stratégie, je peux lancer, n'est-ce pas, je peux faire un investissement de recherche et développement pour chercher, par exemple, à conquérir d'autres zones, à conquérir d'autres marchés. C'est également un investissement de diversification. Voilà. Il y a également d'autres investissements que je vous ai dit que c'est à caractère social. Les investissements à caractère social, c'est important. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, il y a des entités, la plupart, qui font du marketing social, qui consiste par exemple à faire la promotion de leur activité en luttant contre tel ou tel secteur ou en travaillant en tout cas en luttant contre les acteurs contre les externalités négatives dont souvent, n'est-ce pas, sont victimes, n'est-ce pas, l'environnement dans lequel est installée l'entreprise. Voilà. Donc, pour impacter souvent ces ménages ou cet environnement, l'entreprise souvent est obligée de faire quelques investissements à caractère social. Et la particularité, c'est que ces investissements, ils sont très difficiles à être mesurés. Parce que oui, ils sont difficiles à être évalués parce que l'impact de ces investissements sur l'entreprise ne sont pas présents et ne sont pas réels sur le temps, mais c'est sur de longues périodes le plus souvent, n'est-ce pas, qu'on peut évaluer ces investissements. Donc je dis souvent, c'est des investissements dont il ne faut pas être évalué en termes de critères de rentabilité. Parce que je vous ai dit que plus un investissement a un caractère rentable, plus élevé, c'est-à-dire un impact social fort, nous pouvons investir, nous pouvons y mettre notre argent et nous attendre par exemple à d'autres types de rentabilité qui ne soient pas en tout cas une rentabilité financière. Voilà. Oui. Oui, par la nature, en fonction de la nature, elles sont 2, 3 plutôt. Que ça peut être un investissement matériel. Comme je l'ai dit, souvent les comptables, ils définissent l'investissement par l'acquisition d'un bien durable qu'ils placent au niveau du bilan, en haut du bilan dans la classe 2. Il y a les investissements immatériels aussi, qui sont des recherches et développement. Lorsque vous lancez un produit, vous êtes obligé de faire la publicité du produit pour qu'il soit vendu, pour qu'il soit acheté par les clients. Là, c'est un investissement immatériel. Les investissements financiers, aussi, par fonction, ils consistent à faire des prises de participation dans des entreprises cotées. Lorsque vous prenez le compte des résultats de beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en tout cas à côté ou qui sont très actives sur les marchés financiers tels que la Sonatel, dans les comptes de résultats, après, juste avant leur résultat d'exploitation, vous avez le résultat financier. Le résultat financier, ce sont souvent les opérations, n'est-ce pas, de l'entreprise au niveau des marchés financiers. Donc, par nature, vous avez également, n'est-ce pas, les investissements financiers. Voilà.
Dans le choix, il faudra faire un autre élément, c'est d'évaluer les investissements selon le degré de dépendance et de réciprocité. Les degrés de dépendance et de réciprocité. C'est pourquoi nous parlons de choix des investissements. Avant d'aller sur les critères, il faut carrément savoir dans quel cadre nous choisissons tel investissement. Est-ce qu'il faut financer tel investissement? Est-ce qu'il faut mettre notre argent ici? Parce qu'au départ, il faudra se poser la question, dans quelle société investir? Quel investissement choisir et quel est le plus rentable? Dans la réciprocité, il y a une dépendance le plus souvent entre les projets. Quand deux projets sont indépendants, les projets sont indépendants lorsque la rentabilité de chacun d'entre eux n'est pas sensiblement affectée par la réalité